en deux parties, tout simplement parce que c'est un sujet éminemment complexe et compliqué. C'est un sujet qui est compliqué parce que la réglementation est compliquée, que finalement la jurisprudence, elle se construit assez récemment et que la plupart des jurisprudences autour de cette réglementation sur le maintien dans l'emploi des agents publics et particulièrement des fonctionnaires s'intéresse sur le fond finalement assez récemment. Parce que jusqu'à présent, la plupart des contentieux qui pouvaient y avoir étaient essentiellement liés à des dysfonctionnements dans les processus décisionnels et que le côté appréciation par le juge sur le fond de l'obligation de tentative de maintien dans l'emploi, l'obligation de moyens, c'est des jurisprudences assez récentes. On va en voir quelques-unes tout au long de ces 3 heures sur l'inaptitude. Alors, tout à fait personnellement, c'est la question de la gestion de l'inaptitude qui, il y a maintenant 15 ans, était à l'origine du fait que je quitte le défenseur des droits, enfin le médiateur de la République à l'époque, pour laisser la place à Gaëtan, qui m'a remplacé à l'époque, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait une méconnaissance et une incompréhension assez importante de cette notion de maintien dans l'emploi. Et c'est la première formation que j'ai proposée à Gérézo quand je suis arrivé à Gérézo. Et c'est une formation qui, depuis, n'a pas vraiment changé parce que les problématiques et les questions juridiques sont les mêmes. Les modifications liées à la période de préparation au reclassement ne sont pas une révolution dans la thématique. Elles répondent à une question de la situation statutaire de l'agent dans le cadre de la période antérieure à la tentative de reclassement. Ça aussi, j'y reviendrai sur le moment de la période de préparation au reclassement et qu'est-ce que c'est et en quoi, d'ailleurs, les offres de la NFH sur cette question sont pertinentes et peuvent aider l'agent à construire son projet professionnel puisqu'il s'agit de ça, la période de préparation au reclassement. Donc aujourd'hui et la fois prochaine, on va dérouler les différentes étapes obligatoires, voire facultatives, qui vont amener juste à la question du reclassement de l'agent et qui sont importantes. Et puis, on va aussi voir des éléments que le juge demande aux employeurs publics. Alors, le juge, justement, a, sur la question du maintien dans l'emploi et du reclassement pour inaptitude physique, érigé déjà en 2002 dans un arrêt du Conseil d'État Meurthe-et-Moselle, le reclassement pour inaptitude physique, en principe général du droit. Cette jurisprudence et de principe, elle a conduit d'ailleurs à des modifications réglementaires. Alors, justement, le juge administratif, Laurent, il a élevé le reclassement, notamment pour inaptitude physique, comme tu le disais, donc au rang de principe général du droit, mais est-ce que ça concerne tous les agents publics? Ça concerne les contractuels et les titulaires. Les contractuels, d'ailleurs, il y a une modification il y a quelques années du décret 81-155 qui est venu organiser le processus de reclassement des contractuels. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, hein. On va déjà beaucoup s'amuser et on a sûrement beaucoup de questions qui vont venir sur la question du reclassement des fonctionnaires, mais les contractuels aussi ont le droit à un reclassement. Et du coup, ça concerne aussi les stagiaires? Alors non. Alors ça, c'est une petite exception dans un autre 26 février 2016 qui concerne l'État, mais qui s'applique aux 3 versants de la fonction publique. Le juge nous dit que les fonctionnaires stagiaires n'ont pas le droit à un reclassement, tout simplement parce qu'ils sont dans une situation probatoire et provisoire
Et donc, ils n'ont pas un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation. D'accord. Et petite remarque personnelle? Parce que oui, voilà, hein, c'est comme ça. C'est vrai que ça pourrait paraître injuste, mais j'ai eu des cas d'ailleurs hein, de problématiques sur un établissement qui avait une mission de reclassement, un fonctionnaire aide-soignant stagiaire inapte à être aide-soignant et qu'ils avaient affecté sur un poste administratif. Ça pose un problème complexe parce que à la fin de son stage, comment je fais? Parce que je ne peux pas le titulariser de soignant. Alors, c'est d'autant plus compliqué avec le passage en catégorie B, parce que je n'ai pas vérifié sa valeur professionnelle en tant qu'aide-soignant. Je ne peux pas non plus le reclasser en tant qu'adjoint, enfin le titulariser en tant qu'adjoint administratif, puisqu'il n'a pas fait son stage en tant qu'adjoint administratif. Donc ça, vraiment, un agent stagiaire, pas de reclassement. Et d'ailleurs, l'agent stagiaire qui est inapte à ses fonctions peut être licencié pour inaptitude physique, licenciement qui conduira au versement par l'employeur hein, d'une pension d'invalidité du régime général dans les conditions du régime général et qui sera remboursé si on envoie les bons papiers par la caisse par la CNRAC, la caisse nationale des agents des collectivités, de retraite des agents des collectivités locales, qui fait aussi assurance, si vous voulez, sur l'inaptitude et l'invalidité des fonctionnaires stagiaires. Alors, du coup, on va se concentrer là hein, sur les agents titulaires, hein, les fonctionnaires qui vont éventuellement être reclassés. Alors, qu'est-ce que c'est au final que le reclassement? Alors, le reclassement, souvent, on le confond avec d'autres notions. Le reclassement, d'abord, ça prend la forme d'une mobilité statutaire. Puisque le reclassement, on y reviendra la fois prochaine, ça prend la forme soit d'un détachement, soit, s'il est définitif, d'une intégration dans le corps correspondant au métier que va exercer l'agent. Hein, on est bien d'accord que le fonctionnaire est titulaire d'un grade et il a le droit et il a vocation à être affecté sur un emploi correspondant à son grade. Hein, ce qui veut dire que si j'ai un aide-soignant titulaire du grade d'aide-soignant qui devient inapte à être aide-soignant, mais qui pourrait reprendre une activité administrative, eh bien, il faudra nécessairement que je le détache sur le grade correspondant au métier qui va exercer le grade d'adjoint administratif. Avec les conséquences, on y reviendra, on a sûrement des débats en termes de rémunération, hein, puisque, alors, s'il garde à titre personnel son indice, il n'en reste pas moins qu'il va perdre des primes. Hein, et pour un aide-soignant, ça peut avoir un impact important, notamment par rapport aux 10%, mais il pourra bénéficier des primes qui sont les primes dont il peut jouir en tant qu'adjoint administratif, le cas échéant, notamment par exemple s'il est sur un poste ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. Et ça, depuis 15 ans, je rencontre très très fréquemment, et encore avant-hier c'était le cas, des établissements dans lesquels on fait des affectations illégales. C'est-à-dire qu'on va prendre l'aide-soignant et le mettre sur un poste qui ne correspondant pas à son grade administratif, se disant qu'on a fait un reclassement. Non, on n'a pas fait un reclassement. On a fait une affectation illégale qui peut avoir des problématiques complexes derrière, notamment en matière d'avancement, avec les LDG, par exemple, maintenant en matière d'évaluation. Comment je fais un avancé, un aide-soignant qui est affecté sur un poste administratif? Il n'a pas la valeur professionnelle d'un aide-soignant, mais d'un adjoint administratif. Donc, le reclassement, c'est le détachement d'un agent dans un autre emploi, dans un autre grade, pour exercer d'autres missions qui sont les missions correspondant à ce grade. Alors, dans quel cas je vais procéder au reclassement de l'agent? Dans quel cas je vais me poser la question du reclassement de l'agent au sens statutaire du terme. Quand je parle de reclassement, c'est le détachement ou l'intégration de l'agent dans le nouveau grade. Eh bien, c'est ce que j'appelle le moment reclassement. Et ce moment reclassement,
c'est lorsque j'ai un agent qui ne peut plus non seulement exercer sur son poste, donc dont l'aménagement de poste n'est pas possible, compte tenu des nécessités de service, et c'est aussi l'agent que je ne peux pas affecter ailleurs dans mon établissement, du fait justement de ces restrictions d'aptitude, et qui du coup est inapte aux emplois de son grade. Alors, on peut déjà faire une remarque intéressante quand on a dit ça, c'est que le maintien dans l'emploi avant le reclassement, l'aménagement ou la nouvelle affectation, va être géré et apprécié différemment en fonction de la taille de l'établissement. Bien entendu, mes possibilités d'aménagement et de nouvelle affectation vont être très, très différentes si je suis un petit EHPAD de 70 agents avec des missions qui sont quasiment similaires, alors que par rapport à un centre hospitalier universitaire où il y aurait 7, 8, 10 000 agents, avec des possibilités, des modalités d'exercice des fonctions de l'agent sur un emploi correspondant à son grade qui peuvent être extrêmement différentes et donner plus de possibilités à l'employeur. Du coup, les agents ont des possibilités, des chances, entre guillemets, d'aménagement ou de reclassement dans l'établissement qui sont différentes et qui dépendent de la taille et de l'activité de l'établissement. Si je dis, voilà, je suis un infirmier d'un établissement public de santé mentale et que j'ai une restriction qui serait inapte à être en contact avec des patients psy, bon, bah, ça va être vite réglé. Hein. L'aménagement et la nouvelle affectation sera quand même très, très limité. Ce ne sera pas le cas si je suis une infirmière ou un infirmier d'un centre hospitalier qui a un service psy, mais qui a aussi d'autres services. Donc, il n'y a pas d'égalité des agents, ça dépendra aussi et de la taille et des possibilités de l'établissement. En tout cas, on va parler de reclassement lorsque mon agent est inapte dans l'établissement aux emplois de son grade. L'inaptitude, qu'elle soit l'inaptitude aux fonctions de l'agent ou l'inaptitude à l'exercice de toute fonction, a une importance particulière. Oui, extrême. C'est très, très important, cette notion d'inaptitude. On va se retrouver à se poser la question, alors on va se retrouver à ouvrir un droit à la période de préparation reclassement, où on va se retrouver à se poser la question du reclassement qu'à partir du moment où l'agent est inapte aux emplois de son grade dans son établissement. Alors, donc, quels impacts l'inaptitude va-t-elle avoir sur la situation statutaire de l'agent? Alors, ça aussi, c'est très important d'avoir une très bonne qualification de l'inaptitude. On a différents types d'inaptitude. On peut avoir une inaptitude qui est temporaire. On peut avoir une inaptitude qui est définitive. On peut avoir une inaptitude qui est partielle. C'est-à-dire que je peux avoir une inaptitude au poste, je peux avoir une inaptitude aux emplois du grade dans l'établissement, et puis je peux avoir aussi une inaptitude à tout emploi dans l'établissement, ce qui rendra impossible l'aménagement, le reclassement. Et puis je pourrais aussi avoir une inaptitude globale à exercer mes fonctions, à exercer des fonctions, à une aptitude à travailler, qui, là, entraînera une impossibilité de reclassement dans l'établissement, mais aussi dans un autre établissement. Une inaptitude absolue et définitive à ces fonctions ou à toute fonction qui permettra ou qui entraînera plutôt la radiation des cadres pour invalidité et le versement anticipé de la pension de retraite au titre de l'invalidité. C'est une spécificité de la fonction publique, ça aussi, la notion d'invalidité. Dans le privé, on n'a pas ça. Dans le privé, on a une pension d'invalidité temporaire, mais ce n'est pas une retraite et ça a des effets qui ne sont absolument pas les mêmes, notamment au regard de l'articulation avec la retraite. Alors, cette inaptitude, elle s'apprécie quand et quelles sont les conséquences de l'appréciation de cette inaptitude? Eh bien, elle peut s'apprécier déjà et de manière
très fréquente à l'issue d'une période de congé maladie, à l'issue d'un CMO, d'un CLM ou d'un CLD ou d'un congé imputable. J'ai plusieurs situations. Si j'ai une aptitude avec aménagement ou une inaptitude avec, au poste, mais avec possibilité d'être affecté ailleurs, l'agent pourra reprendre sur un poste aménagé. Et là, on va voir justement qu'est-ce que c'est qu'un aménagement et jusqu'où on doit aller. Ou alors, il va être affecté sur un autre emploi correspondant à son grade dans l'établissement. On a aussi la notion d'inaptitude temporaire. Si j'ai une personne qui a une inaptitude temporaire à toute fonction, c'est-à-dire qu'il a épuisé ses droits statutaires à un congé maladie, il est inapte à toute fonction, mais de manière temporaire. Dans ce cas-là, ça va entraîner sa mise en disponibilité d'office, pour inaptitude temporaire à toute fonction. Et ça, la qualification d'inaptitude temporaire à toute fonction est extrêmement importante parce que la réintégration d'un agent à l'issue d'un congé maladie ou à l'issue d'une dispo est de droit, ce qui signifie que la mise en dispo d'office pour raison de santé pour inaptitude temporaire à toute fonction est une décision qui doit être motivée. Ça veut dire que dans ma décision, il faut que je mette considérant que l'agent est inapte temporairement à toute fonction. Et je vais pouvoir le mettre en disponibilité d'office pour inaptitude temporaire à toute fonction. Il va percevoir ensuite les prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions du décret du 11 janvier 1960. Si, par contre, mon agent est uniquement inapte à ses fonctions, c'est-à-dire qu'il est inapte aux emplois de son grade, dans ce cas-là, c'est là qu'on va parler de reclassement et c'est là que l'employeur va devoir tenter de trouver un reclassement à l'agent, sous réserve pour l'instant que l'agent en fasse la demande. Par contre, si mon agent est inapte absolue et définitive, sans possibilité ou volonté de reclassement pour l'instant, on verra la fois prochaine que ça va changer, eh bien c'est là qu'on va pouvoir soit le licencier, soit le radier des cadres pour invalidité. Et ce licenciement ou cette radiation des cadres pour invalidité, sachant que le licenciement c'est exceptionnel, mais cette radiation des cadres pour invalidité, ça peut se faire après une période de congé maladie, mais ça peut se faire aussi à l'issue d'une dispo. C'est-à-dire que si j'ai un agent qui est inapte temporairement à toute fonction, qui retrouve une capacité de travail qui lui permettrait de pouvoir reprendre sur un poste aménagé, il pourra reprendre sur un poste aménagé. Par contre, si cette inaptitude perdure, il sera à ce moment-là radier des cadres pour invalidité. Donc, cette notion d'inaptitude, la qualification de l'inaptitude, qui est souvent une carence d'ailleurs dans la gestion du maintien dans l'emploi, est quelque chose de vraiment primordial. Alors, qui apprécie l'inaptitude d'un agent? Qui est-ce qui décide de cette inaptitude? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, qui apprécie l'inaptitude? Tout le monde, en fait. Tout le monde. C'est-à-dire que, bien entendu, on va avoir les éléments médicaux. Et bien entendu, notamment dans le cadre de la jurisprudence d'Anthony, il est nécessaire de recueillir certains avis qui encadrent la légalité de l'ensemble du processus. Donc, qui apprécie cette inaptitude? Premièrement, eh bien, c'est tout simplement les personnes qui suivent l'agent, c'est-à-dire les médecins. Un certificat d'un médecin indiquant des restrictions, même donnant son avis en disant qu'il ne peut plus travailler ou il faut tel aménagement, que ce soit un généraliste ou un spécialiste, c'est des choses dont il faut tenir compte lorsqu'on va apprécier l'inaptitude de l'agent. Ensuite, on va avoir bien entendu un acteur qui est éminemment important et qui doit vraiment être associé à cette notion de maintien dans l'emploi, c'est le médecin du travail qui alors va se prononcer sur l'articulation entre l'état de santé de l'agent, entre ses éventuelles restrictions et le poste qu'il occupe sur ce qu'il peut et ne peut pas faire. Le médecin du travail, il va normalement
donner des avis, mais qui sont des avis sur les restrictions de l'agent, sur ce qu'il peut ou ne peut pas faire, qui vont être ensuite devoir être traduites en langage pratique par l'employeur aidé de son cadre. Hein, parce que si la personne, l'entité qui est le mieux à même de connaître la réalité des conditions d'exercice des fonctions de l'agent et donc leur articulation avec les restrictions éventuelles du médecin du travail, c'est le cadre. L'encadrement intermédiaire, de manière générale, a une importance capitale et d'autant plus capitale que je serai dans un établissement qui serait un établissement de grande taille où il n'y aurait pas de relation directe avec l'employeur. Autre individu, autre organe qui est bien entendu intervient là-dedans, c'est le médecin agréé qui est compétent pour l'aptitude aux emplois du grade, hein, et qui peut aussi donner des avis sur les restrictions éventuelles de l'agent. Et puis ensuite, on a son prolongement, c'est le médecin agréé et la commission de réforme lorsqu'on est dans le cadre de l'imputabilité au service. Alors, il y a souvent des difficultés entre le médecin du travail et le médecin agréé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui fait quoi? Quelles sont leurs compétences respectives? Alors, j'ai commencé à répondre à la question, mais si je prends le texte réglementaire, on dit que le médecin agréé, il est compétent pour l'aptitude aux emplois du grade et à l'emploi public, et le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé. Pour le dire autrement, le médecin du travail a un peu plus les mains dans le cambouis que le médecin agréé, et du coup, il a des appréciations et des avis qui, normalement, devraient être plus fins par rapport à cette appréciation de la capacité, des restrictions éventuelles de l'agent. En tout état de cause, en cas de procédure, il y a ces avis de l'un et de l'autre, hein, notamment quand j'arrive au reclassement, il faut nécessairement l'avis et du médecin du travail, mais aussi du comité médical ou de la commission de réforme. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on ne sait pas toujours, et on y reviendra, lorsque le comité médical est saisi, normalement, il doit être automatiquement informer le médecin du travail attaché au service de l'agent de la date et du motif de la réunion du comité médical pour que le médecin du travail puisse, s'il l'estime utile, donner des éléments pratiques qui seraient nécessaires pour éclairer son avis. D'accord. Et alors, qui décide au final? Alors, ça va peut-être surprendre certains d'entre vous, mais celui qui décide, ce n'est pas le médecin du travail, ce n'est pas le médecin agréé, ce n'est pas le comité médical, ce n'est pas le médecin de l'agent, c'est l'employeur. C'est l'employeur qui va prendre l'ensemble de ses avis. L'ensemble de ses avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un avis qui est plus fort que l'autre, et ce sont des avis. Et c'est à l'employeur de prendre tout ça, de regarder aussi les conditions de l'agent. Si j'ai des restrictions qui sont identifiées par le médecin du travail et éventuellement répétées par le médecin agréé puis le comité médical, ou identifiées par le médecin agréé par le comité médical, l'employeur il doit prendre en compte ça et regarder de manière très très pratique et factuelle si ces restrictions sont compatibles avec les conditions d'exercice de l'agent et si ces restrictions nécessitent ou pas un aménagement ou une nouvelle affectation. Et ça va même très loin, c'est-à-dire qu'il y a une jurisprudence que j'aime bien, qui est une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Nantes du 17 juillet 2014, où c'est un agent qui va voir le médecin du travail et le médecin du travail dit non, il ne peut pas reprendre ses fonctions, on ne peut pas reprendre. Et puis, il reste comme ça longtemps éloigné du service. On lui dit, vas-y, pose des congés annuels. L'agent reste à peu près 6-8 mois, comme ça, éloigné du service. Et ensuite, cet agent-là finit par reprendre, mais il fait un recours indemnitaire pour demander des dommages et intérêts du fait de l'éloignement du service. Et l'employeur, le centre hospitalier employeur,
dans sa défense, dit « Moi, on ne peut rien me reprocher parce que je n'ai rien décidé ». Et justement, le juge dit « Ah bah, c'est justement ce que je te reproche. Je te reproche de ne pas avoir géré la situation de l'agence, je te reproche de ne pas avoir mouillé la chemise et de ne pas t'être positionné à la fois sur la position statutaire, en le mettant par exemple en congé maladie d'office, soit aussi en assumant l'incompatibilité de l'état de santé de l'agent avec la réalité de l'exercice des fonctions. Alors, ça pose plein de questions. Ça pose déjà la question de la relation entre l'employeur et le médecin du travail. Ça pose la question de la façon dont le médecin du travail rend ses avis. Il y a très souvent des avis inutiles et de la frustration. Hein. Il m'est arrivé dans un stage d'avoir un médecin du travail qui s'est battu avec l'employeur sur ces questions-là, parce qu'il y avait un vrai problème, une vraie question de positionnement et de portée des avis du médecin du travail qui, pour le coup, sont souvent formés privés, et dans le privé, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le privé, c'est le médecin du travail qui décide. D'ailleurs, l'avis du médecin du travail peut faire l'objet d'un recours au prud'homme en référé, ce qui n'est pas le cas de l'avis du médecin du travail dans la fonction publique. Les prud'hommes sur cette question-là sont incompétents parce que le médecin du travail ne prend pas de décision. Celui qui décide, c'est l'employeur. Alors, bien sûr, l'employeur, il ne va pas regarder l'agent et se dire apte, pas apte, aménagement nécessaire. Non, il va devoir s'appuyer sur l'ensemble des avis, des instances, ou des individus ou des différents médecins, y compris aussi l'avis de son cadre, pour se positionner sur un aménagement, un changement d'affectation ou un reclassement de l'agent. L'employeur doit s'appuyer et suivre les avis des instances. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est l'employeur qui décide au vu de l'ensemble des éléments en sa possession. Un petit exemple de jurisprudence assez récente, et je vous ai dit, hein, on arrive enfin à une jurisprudence intéressante hein, qui se construit sur le fond et qui vient répéter le sens hein, de la réglementation et la spécificité de la fonction publique avec un employeur qui se mêle de tout, y compris de ces choses-là. C'est l'histoire d'une aide-soignante. Cette aide-soignante, eh bien, elle va voir, il y a plusieurs avis différents, avec chaque fois des aménagements qui sont proposés. Pas de port de charge lourde supérieur à 5 kg, station debout prolongée sans posture contraignante pour le dos et horaire régulier en journée, et nécessité d'éviter qu'elle porte du poids, des poids. Et ces avis, c'est non seulement le médecin rhumatologue, qui suit l'agent qui le dit, le médecin du travail, qui nous dit apte avec aménagement, le médecin agréé, qui reprend l'ensemble de ces éléments. Et du coup, au vu de tous ces avis, l'employeur va saisir le comité médical. Et le comité médical dit que l'agent est apte et pas de reclassement sur poste administratif. Et donc, l'employeur se base sur l'avis du comité médical pour dire, bon, ben voilà, aptitude, l'agent reprend. Et l'agent fait un recours et le juge va reprendre l'ensemble de ces éléments. Alors, en plus, il y a un référent expertise, il va donner un expert qui répète ce qui a déjà été dit par les différents avis précédents. Et le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel va confirmer en disant que eh bien, l'employeur avait commis une erreur d'appréciation. Alors, ce n'est même pas une erreur manifeste, donc, ce qui signifie qu'on serait sur un contrôle normal. On n'a pas encore l'avis de décision de principe du Conseil d'État, mais on serait sur un contrôle normal du juge de cette appréciation de l'articulation de l'état de santé avec l'aménagement. Alors, le juge ne me dit pas que l'agent aurait dû être classé, hein, mais le juge nous dit que l'employeur a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'agent était apte à reprise sans qu'il y ait lieu de rechercher un aménagement ou une nouvelle affectation. Et si tout ça est impossible, éventuellement un reclassement. Donc, on est vraiment dans un employeur
qui a la responsabilité de prendre l'ensemble de ses avis et de se forger une conviction. Mais c'est la même chose pour tout, hein, pour ceux qui ont suivi les webinaires sur l'imputabilité au service, et utiliser aussi cette phrase, cette expression de forger une conviction qui va pouvoir défendre bec et ongle d'un point de vue pratique et très factuel devant le juge administratif en cas de contentieux. D'accord, donc l'employeur devait donc faire reprendre cette agente coûte pour coûte. Alors, non, pas du tout. C'est pas ce que dit le juge. Le juge a simplement dit qu'il y avait une erreur d'appréciation sur le fait de dire qu'elle était apte à la reprendre. Et c'est vrai que l'employeur, il se dit, ouais, je suis, alors je prends une expression que j'entends souvent, couvert par l'avis du comité médical. Que nenni, je suis couvert par aucun avis, c'est pas une couette, hein. C'est l'ensemble des éléments qui permettent de se forger une conviction. Et l'employeur aurait très bien pu dire, voilà, vu les restrictions, ça aurait très certainement pu être le cas, l'aménagement ou la nouvelle affectation de l'agent sur un poste correspondant à son grade d'aide-soignant aurait été quand même passablement difficile. Mais pour ça, il va falloir qu'il le motive. Hein. Il faut qu'il explique dans la décision d'aptitude ou d'inaptitude, qu'il explique pourquoi il n'a pas réussi ou il considère que les aménagements ne sont pas nécessaires. Alors, c'est des notions qui sont complexes. Hein. Aménagement, nouvelle affectation, reclassement. Hein. On peut se poser la question de leur articulation. Je vais faire un petit focus là-dessus. Donc, finalement, on peut résumer ça en 3 étapes. Et c'est clairement dit dans la réglementation. Étape numéro 1, c'est la tentative d'aménagement. Étape numéro 1, c'est la tentative de l'aménagement, c'est-à-dire que j'ai des avis ou des éléments qui me mettent en avant des restrictions qui sont a priori ou factuellement incompatibles avec les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. Et donc, lorsque j'ai ça, eh bien, l'employeur va devoir rechercher si c'est nécessaire. D'abord, il va devoir se poser la question de savoir est-ce que l'aménagement est nécessaire. On peut très bien avoir un avis du médecin du travail qui me donne une restriction, mais qui n'est pas incompatible avec le poste de l'agent. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas d'aménagement à faire. Par contre, si j'ai des restrictions qui sont incompatibles avec le poste actuel de l'agent, c'est là que je vais prendre une décision d'aménagement que je conseille toujours de formaliser. Donc, si l'employeur arrive à aménager le poste, il va prendre une décision d'aménagement. Si d'aventure, il constate que l'aménagement est impossible, eh bien, dans ce cadre-là, il va prendre une décision constatant l'aménagement impossible et il va se poser une deuxième question qui est celle du changement d'affectation de l'agent. Donc, le changement d'affectation de l'agent, c'est quoi? C'est que je vais prendre l'agent et le mettre sur un autre poste correspondant à son grade, hein, c'est ça le changement d'affectation, qui est compatible, ce poste, avec les éventuelles restrictions qui étaient incompatibles avec son poste précédent. Donc ça, c'est la deuxième étape de la tentative de maintien dans l'emploi. Donc soit l'employeur en trouve une, soit s'il ne trouve pas de nouvelle affectation, il va prendre la décision constatant la nouvelle affectation impossible. Et là, on arrivera donc à la troisième étape, qui est la tentative de reclassement. Et donc là, si aujourd'hui l'agent fait une demande de reclassement, donc l'employeur doit inviter l'agent à faire une demande de reclassement, et si l'employeur dit oui, je veux être reclassé, eh bien, je vais devoir lui chercher un reclassement qui prendra la forme d'un détachement. Alors là-dessus, j'y reviendrai la fois prochaine. C'est très important que l'agent ait conscience hein, des conséquences de ce reclassement. Alors, on n'est pas obligé de suivre ces 3 étapes. Tout dépendra de la situation de l'agent. Si j'ai un agent qui a un congé maladie, à l'issue du congé maladie, le comité médical me dit clairement, et il n'y a rien qui va en sens inverse, que l'agent est inapte aux emplois de son grade, bien dans ce cadre-là, on va directement aller vers le reclassement. Mais je peux aussi avoir le passage vers la nouvelle affectation.
C'est-à-dire que le médecin du travail, par exemple, dirait ne peut plus exercer sur ce poste-là parce que c'est important d'avoir les restrictions parce que ça va m'aider à chercher un reclassement et une nouvelle affectation, pardon. Et si je ne trouve pas de nouvelle affectation, je vais passer sur la partie reclassement. Alors, donc, ces 3 étapes qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent exister. C'est-à-dire que je peux partir d'un avis du médecin du travail qui me dit apte avec restriction ou qui me donne des restrictions avec des aménagements nécessaires, constater que l'aménagement est impossible, chercher une nouvelle affectation, ne pas trouver de nouvelle affectation correspondant au grade de l'agent, et donc arriver à un résultat d'inaptitude de l'agent aux emplois de son grade dans mon établissement, ce qui m'obligera à inviter l'agent à faire une demande de reclassement. Alors, un peu plus en détail, je reprends le texte. Lorsque les fonctionnaires sont reconnus par suite d'altération de leur état de santé inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. C'est vraiment comme ça, c'est le début, c'est l'article 1er du décret 89-376 sur le reclassement des fonctionnaires du versant hospitalier. C'est la première étape d'appréciation de la tentative de l'aménagement. Alors, c'est quoi l'inaptitude au poste? L'inaptitude au poste, c'est lorsque j'ai des aménagements, j'ai des restrictions qui empêchent l'agent de continuer à exercer normalement ses fonctions sur son poste sans danger pour lui. C'est ça. C'est que la nécessité d'aménager le poste, elle est liée à l'articulation entre les restrictions de l'agent et les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. Comme je le disais, on le reverra, si j'ai un agent qui a des restrictions qui ne sont pas incompatibles avec son poste, ne peut pas travailler de nuit, j'ai un poste de jour. Bon, voilà, je n'ai pas besoin d'aménager le poste de l'agent. Alors, normalement, je ne devrais pas avoir des avis de la sorte, mais des fois, on a des avis où on va donner des restrictions qui sont sans incidence sur les conditions d'exercice des fonctions de l'agent. Donc, on va parler d'aménagement à partir du moment où les limites fonctionnelles de l'agent sont incompatibles avec les conditions normales d'exercice de l'agent, et on va tenter donc de mettre en place cet aménagement. Alors, qui doit être saisi avant un aménagement de poste? Alors, réglementairement, légalement, l'avis obligatoire nécessaire, et là je parle réglementation pure et dure, dépendra de la situation de l'agent. Si j'ai un agent en activité, puis au boulot, il va voir le médecin du travail qui donne un avis sur les restrictions, l'employeur tente d'aménager le poste et l'employeur formalise le poste de l'agent. Pardon. Par contre, s'il constate que les restrictions ne permettent pas l'aménagement du poste de l'agent, il va pouvoir constater cette impossibilité et prendre une décision qui est une décision motivée. Donc, et il va devoir informer le médecin du travail, ça aussi c'est une obligation, de l'impossibilité d'aménager le poste de l'agent. On va retrouver la même chose si mon agent a un CMO de moins d'1 an lors de la visite de reprise. Par contre, si l'agent est en congé ordinaire maladie, en CLM, CLD, ou dans le cadre d'un contrôle, d'un suivi de l'agent en congé maladie, dans ce cas, ce sont les instances médicales qui réglementairement doivent donner un avis sur l'aménagement, sachant que les instances médicales, comme je vous l'ai dit, chaque réunion, avant chaque réunion du comité médical ou de la commission de réforme, le médecin du travail doit être informé de la date et du motif de la réunion et il peut, le cas échéant, mettre en avant des éléments liés soit au poste de l'agent ou liés à la situation de l'agent pour éclairer l'avis du comité médical, avis qu'il va transférer à l'employeur et l'employeur qui va prendre une décision. Alors attention là-dessus, c'est là où c'est assez compliqué, c'est que le comité médical, s'il me dit apte avec aménagement, on retombe sur l'appréciation pratique et factuelle de la possibilité d'aménagement. C'est l'employeur qui décide de l'organisation de l'aménagement. C'est bien entendu pas l'employeur qui apprécie les restrictions, mais c'est l'employeur qui décide la mise en œuvre de l'aménagement et ce n'est pas les médecins. Les médecins, ils peuvent aider, ils peuvent dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais ce n'est pas eux qui vont décider de ces aménagements. Alors, un petit exemple simple,
Imaginons que j'ai une sage-femme qui est en CMO de 12 mois, fin du congé, comité médical, reprise sur poste aménagé, saisine du médecin du travail, visite, qui dit, bon voilà, elle peut reprendre, mais pas apte à la place à la salle d'accouchement. Eh bien, le boulot de l'employeur, ce sera d'organiser le poste de l'agent, peut-être, par exemple, si l'établissement est assez grand, en proposant des consultations pré- ou postnatales, bref, tout élément qui lui permettent d'articuler les limites fonctionnelles de l'agent avec les conditions d'exercice des fonctions. Alors attention, on rentre, si on ne respecte pas ces avis d'aménagement du médecin du travail, potentiellement dans le droit pénal du travail, ou du moins dans la responsabilité administrative de l'employeur. J'ai les aménagements, j'en tiens pas compte, et je continue à faire exercer mon agent sur son poste alors qu'il est exposé à des conditions de travail qui ne sont pas compatibles avec son état de santé, j'engage ma responsabilité administrative et éventuellement, si c'est grave, pénale sur la question de la mise en danger de la vie d'autrui. Le médecin du travail me dit cette aide-soignante, elle peut reprendre avec pas de port de charge de 5 kilos. D'un point de vue très, très pratique, c'est est-ce que mon aide-soignante porte des charges de plus de 5 kilos? Et si c'est le cas, eh bien, je dois tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l'agent ne porte pas de charge de plus de 5 kilos, ou alors eh ben, constater que je n'arrive pas à aménager. Comment on apprécie l'impossibilité d'aménager le poste d'un agent? Alors, ça, c'est la jurisprudence qui a construit différentes notions. C'est grosso modo, c'est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Et la question que l'employeur va devoir se poser, c'est l'articulation de cet aménagement avec l'impact sur le fonctionnement du service. Alors, c'est vrai qu'il y a certains employeurs, avant, un peu moins maintenant pour des raisons purement financières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose et qu'on redécouvre une réglementation qui est ancienne, de toute façon. Mais j'ai encore plein de clients, moins à l'hospitalière, mais surtout dans les autres versants, qui sont assez téméraires dans l'aménagement et qui vont aller jusqu'à l'agent pot de fleurs. C'est-à-dire, il ne fait plus rien du poste pour lequel il a été affecté parce que, vu ces restrictions, il ne peut rien faire. Alors, les questions qu'on peut se poser pour savoir si je peux aménager ou pas le poste, qui permettront de motiver la décision d'un possible aménagement, c'est est-ce que les restrictions de l'agent vident le poste de contenu, c'est-à-dire l'agent ne fait plus l'activité pour lequel il a été affecté. Deuxième question, c'est est-ce que le poste a un impact important sur le fonctionnement du service? Parce que ce que ne fait pas l'agent, c'est l'autre qui va le faire. Et du coup, je peux me retrouver dans des situations où l'aménagement d'un agent va venir aggraver les conditions d'exercice des autres agents, voire même les mettre eux-mêmes à nouveau en danger d'aggravation de leur état de santé. Troisième critère qu'on peut utiliser, qui est éminemment important, c'est est-ce que l'aménagement est respectable? C'est-à-dire, est-ce que je suis certain que mon agent ne va pas se retrouver dans une situation où il ne va pas pouvoir respecter l'aménagement? Est-ce que je connais suffisamment les conditions d'exercice des fonctions de l'agent pour être sûr qu'il ne va pas faire le geste ou la posture ou avoir l'acte ou avoir les conditions de travail qui ont été identifiées comme incompatibles avec son état de santé. Je pense à une jurisprudence, à un contentieux récent que j'ai eu avec un employeur où c'est un agent qui revenait de congé et infirmière avec différents aménagements et notamment pas mettre le bras comme ça au-dessus de la tête. Bon, dans ce cas-là, l'employeur fait reprendre l'agent et le met en hémodialyse avec en plus moins de patients que les autres agents. Sauf que cet agent-là, eh bien, tout bêtement, il se retrouve à devoir faire ce geste de manière très fréquente. L'employeur ne le savait pas. Celui qui est le plus à même de le savoir, c'est l'encadrement intermédiaire. D'où l'importance d'associer l'encadrement intermédiaire sur ces questions d'aménagement et de maintien de l'emploi, de les sensibiliser au fait que
ils ne sont pas tenus d'appliquer stricto sensu un aménagement lié à des restrictions si d'aventure cet aménagement vide le poste de contenu ou a un impact important sur le fonctionnement du service, avec bien entendu l'obligation de motiver cette impossibilité. Un petit exemple, on a un adjoint technique affecté sur un poste de sécurité incendie, avis, restriction, pas de port de charge supérieur à 10 kg, pas de station debout prolongée, ne peut plus courir. Donc, est-ce que je peux aménager le poste de cet agent-là en sécurité incendie? Ça paraît quand même un petit peu difficile et le cadre pourra motiver cette impossibilité, l'agent ne pouvant plus assurer les missions principales de son poste. Et donc, on pourra prendre une décision d'aménagement impossible, motivée par des éléments très factuels, et on tombera dans la question de la recherche d'une nouvelle affectation de l'agent. Le texte est clair là-dessus, c'est si les nécessités de service ne permettent pas un aménagement, eh bien, on va devoir chercher une nouvelle affectation pour l'agent. Donc, on a bien la question des nécessités de service, on met bien en avant cette notion d'obligation de moyens et non d'obligation de résultats pour cet aménagement de poste. Alors, un petit exemple de jurisprudence intéressant sur une situation où un agent voulait un aménagement et en fait, ce n'était pas nécessaire. C'est encore une fois un aide-soignant et on a des avis divers et variés qui nous disent, voilà, cet agent-là ne peut pas mobiliser de patients seuls pendant 1 mois, ne peut pas lever de patients seuls pendant 6 mois, ne peut pas mobiliser de patients seuls pendant 3 mois. Et donc, le médecin du travail nous dit, eh bien, une affectation dans un autre service, moins lourd physiquement, serait souhaitable. Et l'employeur n'a rien fait, il a laissé sur le poste de l'agent et l'agent fait un recours. Et le tribunal administratif, appréciation, enfin la cour administrative d'appel d'ailleurs, appréciation pratique de l'opportunité, nous dit que cette recommandation n'affirme pas la nécessité d'un aménagement des conditions de travail à partir du moment notamment où l'agent n'établit pas qu'il aurait été confronté à des tâches qui seraient incompatibles avec son aménagement. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une appréciation très, très factuelle, très, très pratique de la réalité de l'aménagement. Et ce n'est pas juste un avis que je suis benoîtement. C'est un avis dont il faut que je me saisisse, que je digère et dont je dois apprécier la mise en œuvre. Et est-ce qu'il y a des avis obligatoires dans ces situations qui pourraient risquer de voir s'appliquer la jurisprudence d'Anthony? Alors, oui, la jurisprudence d'Anthony sur les garanties et les vices qui auraient pu avoir un impact sur le sens de la décision prise, oui. La réglementation, et c'était dans le texte juste avant, prévoit des avis obligatoires. Le changement d'affectation pour une aptitude physique doit être précédé de l'avis du médecin du travail à partir du moment où l'agent était en activité. Par contre, dès qu'il y a un arrêt, dès qu'il y a un congé, quelle que soit la durée du congé, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est comme ça, eh bien, je dois avoir l'avis d'une instance médicale. C'est-à-dire que si j'ai un agent CMO de moins d'1 an qui reprend visite chez le médecin du travail, qui me donne des restrictions, l'aménagement est impossible, normalement, je devrais saisir le comité médical pour qu'il me donne un avis et que je puisse chercher une nouvelle affectation. Et puis, c'est fait automatiquement en amont dans le cas où j'ai un agent qui a un CMO d'1 an, un CLM-CLD. L'avis du comité médical est obligatoire avant la reprise. Encore une fois, normalement, il demande l'avis du médecin du travail, enfin, du point, il informe le médecin du travail de la date et du motif de la réunion du comité médical. Le médecin du travail peut donner des éléments complémentaires. Et si le comité médical me dit changement d'affectation, ou s'il me donne des restrictions qui sont incompatibles et que je n'arrive pas à aménager le poste de l'agent, je vais donc vers la recherche d'une nouvelle affectation. D'accord. Et une fois que ces avis ont été recueillis, comment ça se passe exactement? Alors, c'est ce que je disais, on va avoir une recherche pratique
de la réalité de l'affectation de l'agent. Hein, donc, je reprends hein, les avis. Donc, l'employeur recherche une nouvelle affectation correspondant au grade et à ses limites fonctionnelles, et non pas à sa compétence, parce que le fonctionnaire, il est titulaire d'un droit qui est éminemment important, ça s'appelle le droit à la formation permanente. Et ce droit à la formation permanente, eh bien, il doit permettre à l'agent d'acquérir les compétences sur le nouveau poste correspondant à son grade. Donc, l'employeur va rechercher un poste et il y a deux solutions. Soit s'il trouve un poste, eh bien, il va affecter l'agent sur ce nouveau poste. Et si jamais l'employeur ne trouve pas de poste correspondant à son grade et à ses restrictions, eh bien, l'employeur va devoir prendre une décision motivée. Hein, donc, en expliquant noir sur blanc le pourquoi de l'impossible aménagement et informer le comité médical comme le médecin du travail de l'impossible aménagement de poste de l'agent. Alors, et du coup, avant de constater cette impossibilité de changer d'affectation de l'agent, si on peut changer d'affectation et qu'on décide de ce changement d'affectation, mais que l'agent refuse de rejoindre cette nouvelle affectation. Alors, l'agent, il n'a pas le choix. L'affectation, c'est un ordre et l'agent doit se rendre dans le poste. Et l'agent qui ne se rend pas, qui ne reprend pas les fonctions dans ce nouveau poste, eh bien, on peut lancer à son encontre la procédure d'abandon de poste qui peut mener du coup à son licenciement pour abandon de poste s'il refuse de rejoindre le nouveau poste. Et donc, pour en revenir à ce changement d'affectation impossible, comment on l'apprécie précisément? Alors, c'est un petit peu la même chose que pour l'aménagement, c'est-à-dire que on ne va pas changer d'affectation impossible à partir du moment où c'est non aux trois questions suivantes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un autre poste correspondant au grade et aux limites fonctionnelles de l'agent? Donc, d'un point de vue pratique, est-ce que j'ai un poste vacant correspondant au grade et aux limites fonctionnelles de l'agent? Alors là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est la question des contractuels. Parce que si j'ai un poste occupé par un contractuel qui correspondrait au grade et aux limites fonctionnelles de l'agent, c'est le titulaire qui est prioritaire. Hein, c'est-à-dire un contractuel de droit public, y compris en contrat à durée indéterminée, son poste est réputé vacant. Hein, et donc, je devrais le proposer au titulaire et on serait sur un motif de licenciement de l'agent contractuel avec une tentative de reclassement pour suppression du besoin de l'agent contractuel. Mais on est dans ce contexte juridique-là et c'est un élément qu'un agent pourrait mettre en avant. J'ai des postes correspondant à mon grade qui sont compatibles avec mon état de santé, qui sont certes occupés par des contractuels, mais ce n'est pas la question, je suis prioritaire. Alors, deuxièmement, on retrouve la question de l'aménagement, c'est quels sont les besoins de l'établissement correspondant au grade de l'agent. Et enfin, quelles sont les conditions de service et est-ce que ces conditions sont compatibles avec les restrictions de l'agent, éventuellement via un aménagement, hein, via un aménagement dans les conditions qu'on a vues juste avant. Alors, un petit exemple, hein, une infirmière opératoire, c'est 6 mois, visite de reprise par le médecin du travail, qui nous dit restriction, pas d'instrumentation, pas d'astreinte, pas d'encadrement des étudiants, affectation possible, penseuse en salle d'intervention de courte durée. La question que va se poser le cadre IBOD, normalement, à travers lui, l'employeur, enfin plutôt l'employeur à travers son cadre IBOD, c'est est-ce que je peux avoir une affectation en tant qu'infirmier de bloc opératoire qui est compatible avec ces restrictions-là, avec des éléments très pratiques. Intervention en salle de courte durée, très bien, mais ça veut dire quoi une intervention de courte durée? Qu'est-ce que ça va donner si je fais une intervention pour une appendicite et qu'il y a une aggravation avec une péritonite au cours de l'intervention, eh bien, bon, voilà, je peux dire que ce n'est pas possible. Donc, le cadre pourrait motiver, et du coup, l'employeur décider que la nouvelle affectation est impossible. La nouvelle affectation étant impossible, c'est à ce moment-là que je vais me poser la question du reclassement
de l'infirmier de bloc opératoire. Un autre exemple, hein, un ouvrier professionnel qualifié, un médecin du travail qui me dit seul un poste assis avec un peu de marche en terrain plat. Je suis sûr que tout à l'heure, on aura l'occasion de voir quelques exemples d'avis du médecin du travail pour ceux qui en ont. Ça, c'est un gros problème hein, quand on n'en a pas, un gros problème légal. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de maintien dans l'emploi sans médecin du travail. Mais c'est vrai qu'un poste assis avec peu de marche en terrain plat pour un OPQ, on peut se poser la question de sa possibilité. Et l'employeur, il a constaté l'impossible affectation de l'agent, compte tenu de l'absence de poste correspondant au grade d'OPQ et compatible avec ces restrictions. On peut aussi avoir une appréciation, comme je le disais, sur l'impossibilité de savoir à quoi sera exposé l'agent. Hein, comme je dis, l'aménagement de poste ou la nouvelle affectation, dans les deux cas, il faut que je sois assuré que mon agent ne se retrouve pas dans une position où il ne puisse pas respecter l'aménagement. Je pense à une jurisprudence d'une aide-soignante où c'était une aide-soignante, on disait apte, mais pas de manipulation de patient. On lui dit, c'est pas grave, tu distribueras les plateaux repas. On se posait la question du fait qu'on est encore sur une activité d'aide-soignant, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est ça qui s'est passé. Et l'aide-soignant donc distribuait les plateaux repas. Sauf que dans son service-là, elle était face à des patients qui ne pouvaient pas se mettre en position pour pouvoir manger confortablement. Donc, le supérieur hiérarchique, que l'agent est allé voir, il dit, c'est pas grave, tu demandes à tes collègues qui vont planter tout ce qu'ils font pour aller t'aider dans un contexte où on est avec une ressource tendue. Du coup, l'agent l'a fait un petit peu, puis au moment, elle s'est sentie mal. Elle s'est sentie un petit peu comme un handicap pour ses collègues. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a manipulé des patients. Elle s'est fait mal, bien entendu, une aggravation. Ça a été reconnu. Alors, l'employeur a refusé l'imputabilité, le juge a annulé, mais l'agent aurait pu aussi faire un contentieux de la responsabilité dans la mesure où l'employeur n'avait pas pris l'ensemble de la mesure de cet aménagement. Et si le changement d'affectation est impossible? Alors, c'est là qu'on va tomber sur la question du reclassement. Donc, du coup, le reclassement, c'est soit un agent qu'on considère d'emblée inapte aux emplois de son grade, mais c'est aussi le résultat de l'impossibilité d'aménager, de trouver une nouvelle affectation à l'agent, et toujours motivé par des éléments factuels. Et puis, donc, si mon agent est inapte aux emplois de son grade dans mon établissement, encore une fois, c'est lié à l'établissement, l'employeur va inviter l'agent à faire une demande de reclassement. Et si l'agent fait une demande de reclassement, c'est là que l'employeur va chercher un nouveau poste dans un autre grade, compatible avec son état de santé, mais aussi avec ses capacités professionnelles, parce qu'il y a la question de l'appétence professionnelle qui va se poser. Et là, on en reparlera la prochaine fois, il y a tout un élément extrêmement humain qui concerne l'agent, qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, la période de préparation au reclassement a comme objet justement de préparer l'agent à faire le choix du reclassement et à préparer son nouveau métier, son maintien dans l'emploi via le reclassement. Et puis, une fois que j'ai trouvé un poste, je demande l'avis du médecin du travail et du comité médical et je vais pouvoir prendre ma décision de détachement ou d'intégration. On verra ça un peu plus en détail. Alors, que se passe-t-il si l'employeur ne peut pas trouver de poste de l'agent? Il y a deux possibilités. Soit le reclassement est temporairement impossible, et auquel cas, il va mettre l'agent dans une position qui dépendra de sa situation, et on en reparlera aussi, soit un maintien en congé maladie, soit un maintien en congé imputable, soit en disponibilité d'office s'il a épuisé ses droits statutaires à congé maladie. Il faudra qu'il prenne une décision motivée aussi, soit s'il considère que le reclassement est définitivement impossible, on pourra aller vers l'invalidité. Mais alors, où est-ce que l'employeur doit chercher les postes? Comment il fait et jusqu'à quand il dispose c'est ce dont on parlera le 20 octobre en détail, avec aussi les évolutions récentes législatives qui sont autour de ces notions-là.
Très bien. Et la période de préparation au reclassement dans tout ça, Florent? Alors, c'est ce que je disais, et ça c'est très important. La période de préparation au reclassement ne change pas la procédure en tant que telle. Simplement, c'est qu'elle va introduire entre le moment où je commence à me poser la question de l'inaptitude de l'agent, où je commence à me poser la question de l'inaptitude de l'agent. Donc, c'est plus à partir du moment où l'agent est inapte. Donc, c'est à partir du moment où je commence à me poser la question de l'inaptitude de l'agent, eh bien, j'ai donc le droit l'agent a le droit à une période de préparation au reclassement d'une durée maximum d'1 an, qui est justement faite pour préparer le reclassement, pour préparer déjà l'agent à son changement et aux possibilités pour l'aider à construire son projet professionnel. Il y a souvent, et on y reviendra en détail la prochaine fois, quelque chose d'incompris dans la période de préparation au reclassement. La période de préparation au reclassement, ce n'est pas le reclassement. C'est avant qu'on se positionne sur le reclassement, c'est pour préparer l'agent à ces nouvelles conditions, pour l'aider à construire son projet professionnel de maintien dans l'emploi. Alors, je crois qu'on a eu pas mal de questions.